dans une bibliothèque au résonnant, un jeune homme Douma sentait que ce moment arriverait, mais pas si tôt. Il est convoqué par un homme important qui lui rappelle son rôle de mage royal et chef de la cour, exprimant sa déception de le voir partir, puis, une nouvelle inattendue tombe, il est réaffecté à une nouvelle mission, laissant notre héros songeur sur son avenir immédiat. Douma réalise qu'il n'a pas été renvoyé, mais réaffecté à la frontière de Rodzina. Malgré la surprise, il reste calme face à cette nouvelle mission qui s'annonce difficile. Un adversaire se moque de lui, mais notre protagoniste refuse de montrer la moindre faiblesse. Entouré de ses alliés, notre héros accepte avec détermination sa réaffectation, prêt à relever ce nouveau défi. Son attitude positive montre qu'il est prêt à affronter ce qui l'attend, sans hésitation ni regret. Le titre de mage royal de la cour est l'élite des mages, un groupe d'exception choisi parmi tout le royaume. Duma aspirait à atteindre ce rang prestigieux et même à devenir mage en chef. Pourtant, après 5 ans, il découvre que ce monde brillant cache en réalité trahison, sabotage et expériences ennuyeuses, bien loin de ses rêves initiaux. Un jour, excédé par le comportement tyrannique du chef de département envers les juniors, notre héros décide d'agir. Ce dernier, furieux, tente même de brûler leurs recherches. Face à cette injustice, notre protagoniste réagit avec force, allant jusqu'à lui asséner un coup de tête un peu trop violent. Grâce à cette altercation, notre héros a été réaffecté à un nouveau poste, où il peut enfin se consacrer à ses recherches sans subir de tâches détestées. Il se réjouit de cette liberté retrouvée, même si sa destination, Rodzina, est une région reculée et rurale. Malgré tout, il semble voir cette mission comme une opportunité parfaite pour commencer une nouvelle étape. Douma découvre qu'il sera accompagné par un groupe d'aventuriers, les Silverwing Travelers, composé de 5 membres aux compétences variées. Chacun se présente avec assurance, promettant de le protéger durant leur mission. Soulagé, il accueille cette nouvelle alliance avec un sourire rassuré. 30 minutes plus tard, le groupe se retrouve face à un assaillant arrogant qui méprise leur rang de B-rank. Douma réalise qu'ils sont en infériorité numérique et se prépare à riposter avec détermination. L'attaque surprise est lancée, plongeant le combat dans une tension palpable. L'assaillant affirme qu'ils ne sont pas de simples bandits et qu'ils n'hésiteront pas à s'emparer du carrosse et de l'argent qu'il contient. Douma, surpris, réalise qu'il a dépensé beaucoup pour ce carrosse sans savoir à qui il avait affaire. Alors qu'il s'apprêtait à laisser le combat à ses alliés, il comprend qu'il doit intervenir lui-même. Une puissante énergie commence à se manifester autour de lui, annonçant un tournant décisif. Soudain, des rochers gigantesques se détachent du sol sous l'impulsion du protagoniste, qui invoque un golem de pierre. Ses adversaires, stupéfaits, ne comprennent pas encore la nature de cette invocation puissante. Le combat prend une nouvelle dimension avec l'apparition de cette créature massive. Douma, apparemment calme, est soudainement pris de panique en sentant une douleur à la jambe, tandis que son frère s'inquiète pour lui. Malgré les appels à l'aide, il tente de nier ce qui vient de se passer, convaincu que ce n'était pas lui. Il réalise alors qu'il est seul dans le carrosse, sans aucun mage à bord, ce qui renforce le mystère de l'attaque. Douma tend un parchemin de soins à ses compagnons, leur proposant de l'utiliser pour guérir leurs blessures. Son frère, inquiet, lui demande s'il veut rejoindre leur groupe, mais il refuse, estimant qu'il n'est pas encore assez fort. Malgré la tension, il reste humble face à ses propres capacités. Le groupe arrive enfin à Gruden, marquant la fin de leur trajet. Malgré la fatigue, ils se préparent à guérir leurs blessures avant de repartir. Douma, bien que tenté par une vie plus tranquille, se sent encore prêt à continuer l'aventure. Une jeune femme apparaît soudainement, son regard déterminé attirant toute l'attention. Douma l'observe, intrigué par cette présence inattendue qui semble annoncer un tournant. Les feuilles tourbillonnent autour d'elle, soulignant l'intensité du moment. Douma entre dans une auberge, accueilli par une femme à l'air sérieux qui lui demande de patienter. Lorsqu'il révèle qu'il n'a pas d'argent, la tenancière le met en garde contre toute plaisanterie à ce sujet, menaçant de le livrer aux gardes. Intrigué, il remarque une jeune femme bien habillée portant un insigne, se demandant si elle est considérée comme adulte ici. Douma attrape soudainement la jeune femme, surpris par son état. Elle semble faible et vacillante, ce qui l'inquiète profondément. Leurs regards se croisent, révélant une émotion partagée entre inquiétude et soulagement. La tenancière, intriguée, demande si leur relation est de ce genre, avant d'accepter qu'ils partagent la même chambre à condition qu'ils paient. Douma et la jeune femme échangent un regard surpris mais soulagé. Finalement, un repas copieux leur est servi, et la jeune femme commence à manger avec appétit. Douma remercie pour le repas copieux que Laura a dévoré. Il s'enquiert alors de la raison pour laquelle elle n'a pas d'argent, mais sa question reste en suspens.
Laura se présente enfin, tandis que Dumas, un peu mal à l'aise, se présente à son tour, marquant un premier échange formel entre eux. La jeune femme explique qu'elle n'a jamais eu besoin d'argent auparavant, ce qui surprend profondément le protagoniste. Ce dernier perçoit alors une anomalie dans son flux de mana, comme s'il était bloqué ou maudit. Intrigué et inquiet, il décide d'intervenir, estimant qu'un simple geste devrait suffire à régler le problème. Dumas découvre avec stupéfaction que le véritable mana de la jeune femme dépasse largement le sien en volume. Il réalise alors que cette immense réserve d'énergie était scellée, ce qui explique son instabilité. La jeune femme, intriguée, observe ses mains tandis que le sceau commence à se dissiper. Dumas, conscient de la complexité de la situation, demande à Laura de rester sur place pendant qu'il s'occupe du problème. Laura remarque que son corps se sent plus léger, sans se douter de la malédiction qui pesait sur elle. Pendant ce temps, à la guilde des aventuriers, une nouvelle inquiétante tombe. Toutes les routes vers Rodzina sont suspendues, provoquant la frustration du héros qui doit s'y rendre rapidement. Soudain, un cri retentit et un homme armé surgit, exigeant que tout le monde remette ses objets de valeur sans faire de bruit. Dumas comprend que cette menace est la raison pour laquelle toutes les routes vers Rodzina sont suspendues, tandis que Laura reste perplexe face à la situation. Dumas apprend qu'une bande de brigands s'est installée non loin, semant le chaos en ville et aux alentours, et qu'aucun repère n'a encore été localisé. Il réalise que ce sont eux qui les ont attaqués, malgré la présence supposée de gardes. Soudain, un des brigands surgit, déterminé à ne pas les laisser s'échapper cette fois. Le brigand, sûr de lui, provoque le protagoniste en affirmant qu'il le laissera partir sans difficulté. Comme toujours, le héros, impressionné par la force de son adversaire, reconnaît que même seul, il est redoutable. Laura confirme cette réalité, tandis que le combat reprend avec intensité, le protagoniste prêt à riposter. Dumas réalise que ce brigand n'est pas un simple hors-la-loi, mais un ancien épéiste de la capitale, ce qui rend la situation bien plus dangereuse pour la ville. Face à cette menace, il n'a d'autre choix que d'utiliser une magie secrète pour se défendre. Le combat reprend avec une intensité renouvelée, le brigand déterminé à en finir rapidement. Laura intervient soudainement, saisissant fermement l'épée du brigand et le déstabilisant. Surprise, l'assaillant se demande qui elle est, tandis que le protagoniste s'inquiète de son apparition inattendue. Les alliés présents sont stupéfaits de voir Laura se mêler au combat alors qu'elle était censée se reposer. Le brigand reconnaît le nom de Laura et menace clairement le groupe, leur promettant qu'ils ne s'en sortiront pas la prochaine fois. Dumas remarque que l'ennemi vient de devenir invisible, mais il peut toujours suivre son mana. Malgré cela, il peine à localiser sa cachette. Laura, intriguée, demande ce qui se passe. Au bureau de la guilde des aventuriers, la maîtresse de guilde Ranesia Rhône apprend que les gardes ont encore été battus. Le chef de la division magique, Rodar, explique que les dégâts ont été mineurs cette fois grâce à l'intervention courageuse d'une jeune femme récemment adulte. Cependant, cette dernière a été marquée par l'ennemi, qui a laissé une menace claire: la prochaine fois, ce sera toi. La maîtresse de guilde, déterminée, se prépare à protéger la jeune femme menacée. Malgré les difficultés à localiser l'ennemi, elle rappelle que même si elle n'a été que la deuxième de sa promotion à l'Académie de magie, elle est prête à agir et à mobiliser ses forces. Son engagement est clair, elle ne laissera pas cette menace impunie. De retour au repère, les deux hommes font le point sur leur dernière mission. Ils ont vaincu les gardes, mais sans aucun butin à montrer. L'un d'eux présente un anneau d'invisibilité, un objet rare fabriqué par un mage de la cour royale et subtilisé à la capitale. L'autre, intrigué, demande s'il a aussi récupéré l'épée posée devant lui. L'entrée du repère est protégée par une pierre angulaire formant une barrière qui dissimule totalement son existence. Associée à l'anneau d'invisibilité, cette technologie de la capitale rend leur cachette parfaitement indétectable. Intrigué, le protagoniste s'interroge sur les raisons qui poussent un mage de la capitale à collaborer avec des voleurs de leur envergure. Dumas s'interroge sur la différence entre eux et les voleurs de la capitale. Tout en serrant fermement l'épée, malgré ses doutes, il se montre déterminé à prouver leur valeur et propose même de s'attaquer à la capitale. Son regard se durcit alors qu'il demande qui sont les deux personnes cachées derrière son interlocuteur. Dumas découvre avec surprise la présence d'un nouvel homme, qui révèle immédiatement son identité de bretteur de la capitale. Ce dernier confirme qu'il a bien suivi leur groupe et possède lui aussi un anneau d'invisibilité, ce qui choque profondément notre héros. Dumas fixe intensément son interlocuteur et lui demande qui il est vraiment. Ce dernier répond calmement qu'il n'est qu'un mage de passage, minimisant ainsi sa présence. Cette réponse ajoute une nouvelle couche de mystère à la situation. La jeune femme révèle calmement qu'elle n'est qu'un mage de passage, ce qui déstabilise l'assemblée. Deux hommes, visiblement en colère,
s'élance soudainement en criant de ne pas se laisser provoquer, l'atmosphère devient immédiatement tendue, prête à exploser. Le bretteur de la capitale déploie soudainement une puissante magie, entouré d'anneaux lumineux gravés de runes. Il affirme fermement qu'il n'apprécie pas que son anneau d'invisibilité soit utilisé à mauvais escient, tout en soulignant que leurs visages ont été vus malgré tout. Son regard déterminé impose le respect et intensifie la tension ambiante. Le bretteur de la capitale libère une puissante magie, projetant ses adversaires en l'air au centre d'un cercle runique éclatant. Son pouvoir impressionnant fait voler en éclats l'environnement autour de lui, affirmant sa supériorité dans ce combat. L'atmosphère est chargée d'énergie, marquant un tournant décisif dans la confrontation. Douma révèle le nom de son sort, un réseau magique converge multicouche combinant deux cercles magiques superposés. Son adversaire, surpris, reconnaît ce sort et l'anneau d'invisibilité, demandant s'il vient lui aussi de la capitale. Douma confirme, évoquant une puissance maîtrisée mais impressionnante, et invite son rival à comprendre la situation actuelle de la capitale. Douma dénonce la corruption qui ronge la nation, où les protecteurs sont dévorés par la cupidité et ceux qui les critiquent sont rejetés. Malgré cette réalité, il reconnaît devoir affronter son adversaire pour atteindre Rodzina, acceptant sa mission avec une certaine mélancolie. L'autre bretteur, furieux, lui ordonne de ne pas le provoquer, prêt à en découdre. La jeune femme réplique calmement que les épéistes de la capitale n'agiraient pas ainsi, ce qui provoque la colère de son adversaire. Ce dernier, furieux, lui demande avec véhémence ce qu'elle peut bien savoir des épéistes de la capitale, prêts à attaquer. Le rival exprime avec rage que son ancien moi est mort lorsque la capitale l'a rejeté, et qu'il est désormais un fantôme ayant choisi de devenir le fléau du royaume. Douma, calme, admet ressentir une certaine sympathie, mais semble prêt à répondre. Le combat éclate avec une rapidité fulgurante. Notre héroïne fonce vers son adversaire, brisant le sol sous ses pas. D'un coup précis, elle repousse violemment son rival, qui recule sous la force de l'attaque. Malgré l'intensité de l'affrontement, elle garde un regard calme et déterminé. D'un ton assuré, elle lance une phrase simple mais pleine de sens, marquant sa détermination face à la situation. Son regard reste fixé, prêt à affronter ce qui vient. La tension monte alors qu'elle affirme son point de vue avec conviction. Douma, toujours calme, s'adresse à son rival en l'appelant « fantôme », calamité du royaume, et lui propose d'envisager une seconde vie. La jeune femme, confiante, le remercie et confirme ses attentes en rappelant la dignité d'un chevalier royal. Douma révèle qu'il a reconnu le blason gravé sur le fourreau, symbole des chevaliers royaux, la force la plus puissante du royaume. Il s'interroge sur la présence d'un chevalier royal dans la région de Gruden, un fait surprenant même pour un ancien épéiste de la capitale. La jeune femme, surprise, comprend qu'il a été réaffecté en route vers Rodzina, ce qui soulève de nouvelles questions. Elle prononce avec assurance le nom de sa destination, Rodzina. Douma, surpris, se demande si son voyage se déroulera sans encombre. Leur rencontre marque le début d'une vie lente, mais pleine d'incertitudes. Le maître de guilde annonce le départ imminent pour affronter un groupe de bandits qui terrorisent la ville. Malgré la menace d'un ennemi redoutable, un ancien épéiste de la capitale royale, il refuse de se laisser intimider et appelle ses compagnons à se préparer. Soudain, une alerte retentit, les bandits approchent, plongeant le groupe dans l'urgence. Un homme puissant, entouré d'une aura magique, apparaît soudainement, envoyé par un sort de transfert inconnu. La surprise se lit sur les visages. Un mage de la cour royale, accompagné d'un jeune chevalier, vient d'arriver en renfort. Leur présence inattendue redonne espoir, laissant penser que le pays pourrait encore être sauvé. Épuisé, notre héros avoue avoir dû réprimer sa magie pour ne blesser personne, ce qui l'a mentalement vidé. Malgré tout, il minimise la victoire, tandis que les habitants célèbrent la capture des bandits. Le groupe décide de retourner discrètement à l'auberge, évoquant même un bain bien mérité après cette épreuve. Douma, surpris, exprime son désir d'entrer ensemble, tandis que la jeune fille, confuse, s'interroge vivement sur la situation et comment elle en est arrivée là. Une atmosphère de tension et d'incompréhension s'installe entre eux. La jeune fille explique qu'elle ne peut pas entrer seule au bain faute d'argent et avoue ne pas savoir comment faire sans la présence de sa sœur ou des chevaliers. Malgré la gêne du protagoniste, elle insiste pour qu'ils mettent ensemble des anneaux d'invisibilité afin de passer inaperçus. Profitant de l'absence des autres clients partis voir les bandits, une complicité naissante s'installe alors qu'ils se préparent à entrer dans le bain. Douma et la jeune fille, invisibles l'un pour l'autre, tentent de garder leur calme et de se comporter normalement dans le bain. Malgré la gêne évidente, ils se répètent qu'ils ne peuvent pas se voir, ce qui devrait les rassurer.
une tension palpable subsiste alors qu'ils essaient de surmonter cette situation délicate. Douma, surpris, s'interroge sur la nature étrange de la jeune fille recouverte d'eau, celle-ci rit doucement en le taquinant, lui reprochant d'avoir aussi l'air d'un monstre. Malgré la gêne, ils continuent à échanger, partageant même le savon dans une ambiance plus détendue. Pris de panique, le protagoniste réalise qu'il a touché accidentellement la jeune fille. Gênée, elle s'excuse timidement, tandis qu'il essaie de se justifier maladroitement. Finalement, elle décide de continuer son bain tranquillement, laissant notre héros attendre dehors, perplexe et un peu fatigué. Douma retrouve la jeune fille en pleine rue, dégustant une brochette de viande que lui a offerte un inconnu, ce qui l'inquiète vivement. Il la met en garde contre les dangers d'accepter des choses venant d'étrangers, tout en remarquant que ses cheveux sont encore mouillés. Avec douceur, il insiste pour la protéger, craignant que ses cheveux ne s'abîment. La jeune fille remercie chaleureusement notre héros, ce qui le laisse visiblement embarrassé. Il décide alors d'abandonner les honorifiques, réalisant qu'ils ont le même âge et qu'ils vont voyager ensemble un moment. Ensemble, ils conviennent de retourner à l'auberge, tandis que la nuit tombe paisiblement. Le matin se lève doucement sur la ville, tandis que la jeune fille s'étire encore un peu endormie. Ils échangent leurs plans pour la journée, lui compte retourner à la guilde pour vérifier une nouvelle demande, elle a aussi ses propres affaires à régler. Avant de partir chacun de leur côté, ils se rappellent mutuellement de ne pas suivre d'inconnus, soucieux l'un de l'autre. La jeune fille s'excuse avec entrain pour la veille, tout en félicitant notre héros d'avoir vaincu les bandits. Elle remarque avec amusement la discrétion de certains aventuriers célèbres, et encourage le protagoniste à s'en inspirer. Ce dernier, un peu gêné, confirme qu'il possède bien une carte d'aventurier, même si elle est de Randé. La jeune fille révèle que la carte d'aventurier du protagoniste est périmée depuis 2 générations, ce qui le surprend. Il apprend qu'il doit repasser le cours de réacquisition et repartir du rang F, faute de garant. Malgré la situation, elle l'encourage avec légèreté, tandis qu'il accepte à contre-cœur de payer la somme demandée. Douma, un peu résigné, suit la jeune fille qui l'encourage à faire de son mieux pour ce cours de réacquisition, qu'il devra passer rapidement. Ils arrivent devant la porte du chef du département de magie, qui les invite à entrer. Ce dernier se présente comme Rodar, responsable de la magie à la guilde Gruden, suscitant une réaction surprise chez notre héros. Douma se présente timidement sous le nom de Duma, tandis que l'homme à lunettes semble soudainement intrigué et demande à le retenir un instant. Après un bref silence, ce dernier l'informe que le maître de la guilde souhaite le voir, l'invitant à le suivre. La jeune fille, inquiète, s'interroge sur ce qui vient de se passer, tandis que notre héros reste lui aussi perplexe. Douma pénètre dans une pièce plongée dans l'obscurité totale. Surpris par cette absence de lumière, un homme en cape lui murmure d'un ton las de faire revenir à la vie une petite créature nommée Nia. Déterminé, notre héros fixe intensément l'obscurité, prêt à agir. Douma réalise que l'obscurité qui l'entoure n'est pas ordinaire, mais une véritable zone de ténèbres créée par la magie. Soudain, une main surgit de cette ombre, l'attrapant par surprise. Douma constate que même la magie ne parvient pas à endommager la pièce, confirmant que cet espace est totalement isolé du monde extérieur. Il reconnaît alors la maîtrise de l'utilisateur qui a créé cette barrière. Soudain, une silhouette obscure surgit, l'attaquant sans prévenir. Douma déploie une puissante barrière magique pour se protéger de l'attaque. Malgré la difficulté, il reste calme et questionne la sévérité de cette épreuve, la jugeant excessive pour un débutant. Une silhouette féminine apparaît alors, lui accordant son passage avec une certaine admiration. Douma reconnaît soudainement une silhouette familière qui se présente comme Rhône, une ancienne élève de l'académie de magie. Elle lui rappelle leur précédent affrontement magique, survenu il y a 6 ans, éveillant en lui un mélange de surprise et de nostalgie. Rhône explique que le cercle magique utilisé pour enfermer les mages ressemblait à celui de notre héros, ce qui l'a poussé à enquêter sur un mage nommé Duma. Elle évoque leur rivalité passée à l'académie, où malgré ses efforts, elle n'a jamais pu surpasser le protagoniste, devenu mage de la cour royale. Leur conversation révèle une complicité teintée de nostalgie, tandis qu'elle admet avoir organisé cette rencontre pour puiser dans la force de sa jeune sœur. Rhône révèle que le nom Duma évoque quelque chose pour elle, tandis que notre héros réalise qu'elle a une sœur. Une conversation légère s'installe autour de leur première rencontre, teintée d'humour et de malentendus. Soudain, Rhône demande sérieusement d'ôter la malédiction qui pèse sur l'enfant, interrompant l'ambiance. Rhône explique que la jeune fille souffre d'une malédiction qui supprime sa magie, réduisant ses capacités physiques de moitié, et qu'elle ne s'en rend même pas compte. Douma révèle alors qu'il a déjà levé cette malédiction, ce qui surprend Rhône, car même des exorcistes professionnels n'avaient pas réussi à le faire.
La marque maudite sur le cou de la jeune fille a disparu, ce qui impressionne Ron, tandis que notre héros reste modeste face à ses compliments. Ron confirme que le 100p a été rétrogradé, tout comme Laura, et comprend leur désir commun de vivre paisiblement à Rodzina. En remerciement pour avoir levé la malédiction, elle propose d'organiser un voyage sur jusqu'à cette destination. En échange, elle demande au protagoniste d'accompagner et de veiller sur sa sœur jusqu'à leur arrivée. Ron explique que la malédiction de Laura a été jetée avec une intention malveillante et que si l'on découvre qu'elle a été levée, Laura pourrait de nouveau être en danger. Elle insiste sur le fait que, en tant que chevalier de la cour royale, c'est plutôt l'assaillant qui risquerait des ennuis. Ron demande au protagoniste d'écouter sa requête en tant que sœur protectrice, puis lui confie la responsabilité de veiller sur Laura pendant leur voyage, en précisant qu'elle partira demain et qu'elle s'occupera des préparatifs. Le héros accepte à contre-cœur, tout en assurant qu'il ne fera aucun mal à Laura, sous peine de représailles. Ron demande au protagoniste de prendre soin de sa précieuse sœur, avec un sourire taquin. Ce dernier accepte, un peu embarrassé, tandis qu'il scelle leur accord par une poignée de main. Le soleil se lève sur la ville, marquant le début imminent de leur voyage vers Rodzina. Une aventurière de rang A, Yorb, fait une entrée énergique en se présentant avec assurance. Elle propose ses services comme escorte pour assurer la sécurité du voyage. Le héros, un peu déconcerté, accepte timidement tandis que Laura reste calme à ses côtés. Le héros, déterminé à bien faire, accepte pleinement sa mission et monte dans la calèche pour commencer le long voyage. Laura le remercie sincèrement d'avoir écouté la demande de sa sœur, tout en dégustant des brochettes offertes par un marchand ambulant. En chemin, une petite dispute amicale éclate à propos des cadeaux que le protagoniste accepte un peu trop facilement. Cela fait déjà une demi-journée qu'ils ont quitté Gruden en direction de Rodzina, une région reculée que personne ne souhaite visiter. Notre héroïne explique que cet endroit regroupe les 3D, dangereux, distants et désertiques, ce qui explique sa mauvaise réputation. Malgré tout, elle semble intriguée par ce voyage, tandis que son compagnon reste surpris par ses descriptions. Devant eux se dresse une créature gigantesque, le dragon terrestre, une espèce appelée Suspensuk. Malgré son apparence paisible, ce monstre est redouté pour avoir écrasé de nombreux voyageurs imprudents. L'émerveillement et la prudence se mêlent sur les visages de nos héros face à cette attraction locale impressionnante. Le dragon terrestre reste immobile dans l'eau, profitant d'un bain qui peut durer jusqu'à 3 jours, bloquant ainsi le seul chemin possible. Nos héros réalisent qu'ils devront attendre patiemment que la créature se décide à bouger. Malgré leur impatience, ils comprennent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de patienter ou de trouver un moyen de contourner cet obstacle. Face à l'imposant dragon terrestre, nos héros élaborent un plan audacieux. L'un d'eux tentera de le déstabiliser tandis que Laura devra porter un coup décisif à sa tête. Malgré les doutes sur leur capacité, ils s'apprêtent à passer à l'action. Laura se lance alors dans une attaque rapide et déterminée. Laura fonce avec détermination vers le dragon, provoquant un puissant impact qui déstabilise la créature. Son attaque crée un sol instable autour de ses pattes, rendant sa position précaire. Pendant ce temps, ses compagnons observent, conscients que le véritable combat ne fait que commencer. Douma active sa magie avec concentration, traçant un cercle mystique au sol. Une puissante énergie s'élève, transformant le terrain sous le dragon en un marécage mouvant. La créature se retrouve piégée, luttant pour garder son équilibre face à ce piège magique. Laura reçoit un puissant buff qui amplifie ses capacités, lui permettant de viser directement le cou du dragon. Avec une détermination sans faille, elle se prépare à porter un coup décisif. Le dragon rugit, prêt à riposter, alors que le combat atteint son paroxysme. Le dragon pousse un rugissement puissant, semblant presque s'excuser avant de riposter. Laura, concentrée, fixe la créature avec une détermination intacte, prête à agir au moment décisif. Laura s'élance dans les airs, prête à frapper le dragon avec une précision redoutable. Douma et ses compagnons observent, stupéfaits par l'audace et la rapidité de son attaque. L'intensité du combat atteint un nouveau sommet, laissant tout le monde sans voix. Laura révèle enfin son identité, elle est une dame royale. Cette révélation surprend ses interlocuteurs, qui s'interrogent à leur tour sur leurs propres identités. Le mystère s'épaissit alors que chacun tente de comprendre qui ils sont vraiment. Le groupe discute de la signature de Laura, qui confirme être bien la dame royale de la lumière éclatante, suscitant l'admiration et la surprise. Ils évoquent ensuite la gestion du cadavre du dragon de terre, tandis que Laura sort un outil magique capable de contacter des lieux lointains, une invention très pratique pour vendre le butin. Le groupe décide de camper pour la nuit alors que le soleil se couche. Pendant que Laura et les autres prennent un bain, le protagoniste part chercher du bois pour le feu, reconnaissant que sans Yorb,
il aurait eu du mal à réintégrer le groupe. Autour du feu, ils discutent de leur passé, révélant que Laura n'est pas issue d'une famille noble, mais a vécu une vie relativement confortable. Une ambiance détendue s'installe, entre confidences et moments légers. À la surprise générale, Yorb a une partenaire, qu'on découvre grâce à une photo magique qu'elle montre fièrement, vantant les mérites des hommes en 2 dimensions. Malgré son embarras à combattre devant eux, ses compétences sont indéniables, comme le prouve son habileté face aux démons après la défaite du dragon de terre. Elle reste une aventurière de rang A, ce qui explique son talent certain. Douma et Laura aperçoivent enfin Rodzina au loin, et émerveillés par la vue du village niché dans la nature, leur surprise et leur admiration traduisent l'importance de cet endroit dans leur aventure. Le village semble plus grand que prévu, avec un centre animé qui contraste avec ses périphéries plus calmes. Après des remerciements chaleureux, une nouvelle complicité s'installe entre les voyageurs, renforçant leurs liens. Yorb, pleine d'ambition, prévoit déjà de profiter des besoins du village pour s'y faire une place, tandis que le protagoniste exprime sa gratitude envers elle, reconnaissant son rôle essentiel dans leur aventure. Douma et Laura découvrent avec surprise la guilde de Rodzina, qui semble en mauvais état et mal située à la périphérie du village. Malgré leurs doutes, ils décident d'entrer à l'intérieur pour en savoir plus. À l'intérieur, l'ambiance est tendue, et le héros ressent déjà une certaine gêne face à ce qu'il voit. Le responsable de la guilde, Baston, interroge les nouveaux arrivants sur leur identité et leur statut d'aventurier, tout en examinant leurs papiers. Après avoir confirmé que tout est en ordre, il les accueille officiellement à Rodzina. Il s'enquiert ensuite de leurs besoins en logement, invitant Laura à réfléchir à ses préférences. Baston fait une remarque maladroite en supposant que le protagoniste et Laura vivent en couple, ce qui provoque une réaction vive et embarrassée du héros. Il explique ensuite que le village manque cruellement de logements, car une tempête récente a détruit plusieurs maisons, laissant de nombreuses personnes sans abri. Malgré tout, il mentionne qu'il reste une seule place disponible, bien que la construction d'une nouvelle maison prendrait au moins 6 mois. Baston leur propose une maison abandonnée appelée le manoir de la forêt, réputée hantée et évitée par les villageois à cause d'événements étranges. Malgré les protestations du héros inquiet, Laura semble intriguée et accepte finalement la proposition. Le groupe se prépare donc à s'installer dans ce lieu mystérieux. Alors qu'ils approchent du manoir, le protagoniste exprime sa faim, tandis que Laura propose de prendre leur temps pour la marche. Soudain, un homme mystérieux apparaît, se présentant comme Grotsomi, un membre d'une organisation dirigée par Klaus des arts du combat. Le héros, méfiant, le qualifie intérieurement de mage prétentieux jouant les grands aventuriers. L'homme en armure affirme que pour vivre dans ce village, il faut payer un tribut et respecter les règles établies. Le héros, défiant cette autorité, demande ce qui arriverait s'il refusait. Sa colère éclate alors qu'il confie sa rancune envers les mages, qu'il ne supporte pas depuis qu'un d'eux lui a pris la fille qu'il aimait. La faim se fait sentir, interrompant la tension du moment, tandis que le protagoniste reste sur ses gardes face à la menace de Grotsomi. Laura, plus détendue, savoure son repas en silence. Le héros s'interroge alors sur la véritable nature de cet homme et sur la sincérité de sa rancune envers les mages, qu'il juge peut-être futile. Douma remarque que le temps se dégrade alors qu'ils approchent de la mystérieuse colline des fantômes. Malgré l'atmosphère lourde, Laura semble profiter du moment avec un sourire éclatant, ce qui confirme son caractère optimiste face à l'inconnu. Le héros et Laura arrivent enfin devant une maison imposante, dont l'atmosphère lugubre accentuée par l'orage ambiant ne laisse aucun doute sur son caractère inquiétant. Douma, un peu tendu, admet que l'endroit est bien plus authentique et effrayant qu'il ne l'imaginait. Douma est surpris par l'authenticité de la maison hantée, bien plus réelle qu'il ne l'imaginait. Malgré la peur, il décide de ne pas rester à l'extérieur et propose d'entrer. Laura, elle, change d'avis et préfère attendre dehors, ce qui provoque une légère frustration chez notre héros. Douma entraîne Laura à l'intérieur, refusant qu'elle reste dehors. La porte s'ouvre lentement, révélant un escalier baigné d'une lumière mystérieuse. Fascinée, Laura remarque que l'intérieur semble réel, et tous deux se demandent ce qui va apparaître. Une étrange flamme flotte au sommet de l'escalier, illuminant faiblement l'intérieur de la maison. Douma et Laura, surpris, échangent un regard inquiet, se demandant ce que cette apparition signifie. Soudain, une voix sombre résonne, leur ordonnant de partir immédiatement. Des voix menaçantes résonnent de toutes parts, ordonnant au héros et à Laura de quitter immédiatement les lieux. Pris de panique, ils se figent tandis que des meubles commencent à léviter, renforçant l'atmosphère oppressante et surnaturelle de la maison. Douma, surpris par la force de Laura qui refuse de le lâcher, lui ordonne de relâcher sa prise. Malgré ses protestations, elle serre sa main avec une telle intensité qu'il en ressent la douleur. Soudain,
ils sont tous deux projetés en arrière, emportés dans la chute avec les meubles qui flottent autour d'eux. Alors qu'ils sont projetés au sol sous les meubles flottants, des voix menaçantes leur ordonnent de partir. Douma, déterminée, accepte de se battre malgré lui pour protéger leur nouveau foyer. Laura, calme et mystérieuse, réagit avec une étrange douceur, qualifiant la situation de « mignonne ». Douma, allongée au sol, perçoit une voix qui tente d'être effrayante, mais qu'il identifie comme celle d'une jeune fille. Il réalise que la maison entière est imprégnée de magie, au point que la magie elle-même semble être devenue la demeure. Une silhouette féminine apparaît soudainement, criant violemment « Sortez d'ici !» avec une autorité glaçante. Douma et Laura se tiennent prêts, entourés par une puissante magie qui fait tourbillonner les meubles autour d'eux. Ils proposent de partir à la recherche de l'entité responsable de la création de ce manoir mystérieux. Laura acquiesce silencieusement, déterminée. Douma décide de contenir les attaques tandis que Laura part à la recherche de la source de la magie. Il explique que l'enchevêtrement magique est trop complexe pour être analysé rapidement. Laura explore les lieux, observant attentivement les environs, tandis que le protagoniste identifie un amas de branches magiques formant une sorte de verrou mystérieux à dénouer. Laura décide d'essayer de trancher la masse magique, malgré les réticences du protagoniste. Contre toute attente, son coup ouvre un passage secret. Tous deux réalisent que cette approche inattendue a fonctionné. Ils découvrent une porte secrète qui s'ouvre sur une pièce nommée la chambre d'Elina et Nicolas, probablement celle des anciens résidents. Douma met en garde Laura, signalant que la puissance magique est la plus forte ici. Malgré ses avertissements, Laura entre avec prudence dans la pièce. La pièce révèle une atmosphère étrange, où un ours en peluche posé sur une table dégage une lueur mystérieuse. Autour, des objets et des livres semblent témoigner d'une ancienne présence, renforçant le caractère énigmatique du lieu. Douma identifie l'ours en peluche comme un esprit protecteur du foyer, un boggart, chargé de veiller sur la maison et son maître. Laura, intriguée, écoute attentivement les explications sur cette entité liée à l'amour et à la protection du lieu, tandis qu'il tient le jouet. Une aura mystérieuse semble émaner de celui-ci, renforçant son importance. Douma explique que normalement, un boggart quitte la maison lorsque son maître meurt, mais certains restent par attachement profond. En posant les mains sur l'ours en peluche, Laura ressent la présence protectrice qui veille depuis longtemps sur la demeure, malgré la disparition de son maître. Cependant, il constate que la magie du boggart est presque totalement épuisée et qu'il est en train de mourir. Douma et Laura décident d'unir leurs forces pour sauver le boggart en lui offrant leur magie, mais celui-ci doit d'abord accepter leur aide. Conscient que l'esprit ne peut faire confiance à des inconnus, ils lui expriment leur volonté sincère de le protéger. Finalement, une lumière éclatante confirme que le boggart les accepte, ouvrant la voie à leur alliance. La lumière s'est estompée, mais le protagoniste perçoit encore une faible présence magique. Laura, d'un ton grave, prononce le nom Douma. Douma observe alors ses propres mains, réalisant que l'ours en peluche est lié à quelque chose de plus mystérieux. Douma et Laura réalisent que la maison était maintenue en place par la magie du boggart, qui, à pleine puissance, aurait pu déplacer toute la bâtisse. Maintenant que le boggart est mort, cette magie disparaîtra, entraînant l'effondrement de la maison. Malgré leurs regrets, ils décident de se retirer avant que cela n'arrive. Douma est surpris par la beauté retrouvée de la maison. Désormais débarrassé de son atmosphère inquiétante, il réalise que cette ambiance oppressante a complètement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. La jeune servante, amusée, taquine le maître sur sa surprise. Douma et Laura sont surpris par l'apparition soudaine d'une jeune servante au tempérament affirmé, qui les interroge avec fermeté. Elle reproche au maître son comportement imprudent envers elle, provoquant une légère confusion. Malgré la tension, le protagoniste lui caresse la tête, ce qui la fait réagir avec un cri surpris, tandis que Laura nie toute implication dans cette situation. La jeune servante révèle enfin son identité. Elle s'appelle Nicolas. Elle explique être le boggart de la maison ainsi que la parfaite domestique, possédant la même magie que le jouet en peluche précédemment rencontré. Cette révélation surprend le protagoniste, qui commence à comprendre la véritable nature de cette mystérieuse présence. Nicolas explique qu'elle a retrouvé sa forme humaine grâce à l'énergie que lui a donnée le maître. Elle s'interroge avec tristesse sur l'avenir, craignant de rester seule et de mourir à nouveau. Douma, touché, hésite, conscient que Nicolas a déjà un ancien maître, mais souhaite qu'elle accepte leur présence et leur soutien. Nicolas affirme comprendre que Lady Elinaz est déjà partie pour un long voyage. Elle rappelle avec conviction que cette dernière reste son maître précieux, un lien qui ne changera jamais, quoi qu'il arrive. Nicolas déclare avec détermination que sa nouvelle mission est de rendre la gentillesse qu'on lui a témoignée. Elle s'adresse avec respect à Lord Douma et Lady Laura,
affirmant son engagement à les servir. Lady Laura, touchée, fait sa première demande en tant que nouvelle maîtresse de Nicolas, provoquant une réaction surprise chez cette dernière. Douma propose de prendre un moment pour célébrer leur rencontre autour d'un goûter, avouant qu'ils n'ont pas bien mangé depuis leur arrivée à Rodzina. Nicolas accepte avec enthousiasme, heureuse de partager ce moment. Ainsi commence la nouvelle vie à trois, le mage du palais, le chevalier du palais et l'esprit de la maison. Douma est arrivé à Rodezina et s'est installé dans un manoir à la périphérie du village. En explorant le sous-sol, il découvre les recherches avancées de l'ancienne propriétaire, Elinaz, une mage autrefois qualifiée de sorcière. Bien que méconnue aujourd'hui, elle était considérée comme la plus grande sorcière du monde, capable de construire ce manoir en une seule journée, selon les dires de Nicolas. Alors que la nuit s'approfondit, notre héros s'interroge sur l'oubli total d'une sorcière aussi puissante qu'Elinaz. Le lendemain matin, il est accueilli chaleureusement par Nicolas, qui s'occupe avec enthousiasme des préparatifs du petit déjeuner. Leur échange montre une complicité naissante et une atmosphère paisible dans le manoir. Nicolas, un cuisinier talentueux, a régalé tout le monde la veille, ce qui a profondément ému Laura, ravie de prendre soin de lui. Pour Nicolas, s'occuper de Laura est une source de grande satisfaction. Malgré son attitude joyeuse, Laura reste une chevalière royale, ce que notre héros remarque en la voyant s'entraîner le matin. Laura s'entraîne avec intensité, son corps couvert de sueur, maniant son épée avec une précision impressionnante. Douma observe, intrigué par la forme particulière de son mouvement, se demandant si c'est une technique avancée comme la danse de l'épée. Il reste fasciné par le niveau de maîtrise qu'elle semble atteindre. Le regard de notre héros suit les mouvements précis de Laura, traçant le chemin de sa lame avec fascination. Au terme de cette danse, une silhouette d'adversaire invisible apparaît clairement, comme s'il pouvait entendre le choc des épées. Il réalise alors l'ampleur mystérieuse de cette technique. Laura achève son entraînement avec une puissance impressionnante, déchaînant une vague d'énergie autour d'elle. Douma l'applaudit, émerveillé par sa maîtrise, tandis qu'elle lui répond avec un sourire fatigué. Dorma, intrigué, demande si tous les chevaliers royaux possèdent un tel niveau de compétence. Douma explique qu'à la capitale royale, il était le seul à pratiquer cette technique, ce qui lui valait des regards étranges. Il propose maladroitement une serviette à Laura, qui semble gênée, tandis que Dorma insiste pour l'aider à se laver. Douma craint les réactions du village s'ils apprenaient qu'il prend un bain avec une fille comme Nicolas, redoutant même d'être brûlé au bûcher. Le matin, notre héros explique à Laura que Nicolas a tenté de rentrer la nuit précédente, ce qui a causé un gros problème. Alors qu'il s'apprête à partir, un bruit soudain retentit, attirant son attention vers un endroit où la nourriture est annoncée avec enthousiasme. Enfin, il prend congé, tandis que Laura et la servante lui souhaitent bonne route. Douma confirme qu'il va rendre visite à Baston de la Guilde des Aventuriers pour faire un rapport sur le manoir et sur Nicolas. La servante rassure en expliquant que les bogards ne peuvent pas quitter leur territoire et que Nicolas veillera parfaitement sur la maison pendant son absence. Baston reconnaît que son évaluation était juste et remercie tout le monde, espérant que les rumeurs étranges vont enfin se dissiper. Douma apprend que la maison et ses terres lui appartiennent désormais, ce qui le réjouit grandement. Baston reconnaît que leurs capacités sont honnêtes, surtout celle de Laura, dont la puissance magique est évidente. Il révèle aussi que Klaus, un vieil ami, n'est pas responsable des menaces proférées, mais que c'est Grosso Miento qui a utilisé son nom pour intimider. Baston demande au protagoniste de rendre visite à Klaus à sa place, car il ne peut pas quitter la guilde. Malgré ses hésitations, notre héros accepte la mission. Baston lui remet un médaillon avec la photo de sa femme, expliquant que cela facilitera la demande auprès de Klaus. Douma apprend que Klaus habite dans la partie et du village, dans un endroit appelé le Marais empoisonné. Il accepte la mission, bien qu'il doute que Klaus soit vraiment le chef de Grosso Miento. En chemin, il remarque les noms inquiétants des lieux et espère que tout se passera bien. Pendant ce temps, une compagne lui demande la permission de cueillir des fleurs, mais il refuse, insistant pour ne pas faire de détour. Arrivé au Marais empoisonné, le protagoniste remarque que l'endroit semble étonnamment calme malgré son nom inquiétant. Laura, captivée par la beauté des fleurs, commence à en cueillir, mais il l'arrête brusquement. Soudain, une voix furieuse retentit, et une épée est dégainée dans un mouvement rapide. Laura est projetée en arrière par un coup soudain, tandis que le protagoniste s'inquiète pour elle. Un homme armé apparaît brusquement, le défiant avec agressivité. La tension monte alors que le mystère de cet assaillant s'épaissit. Un homme musclé surgit en criant un avertissement urgent. Ils ne doivent pas s'approcher du marais s'ils tiennent à la vie. Laura et le protagoniste, surpris, échangent un regard inquiet. Au sol, les fleurs cueillies tombent brusquement,
signalant un danger imminent. L'homme musclé se présente comme Klaus et explique que le marais est empoisonné, non seulement l'eau, mais aussi l'air qui l'entoure. Il précise qu'il surveille cet endroit car des imprudents comme eux viennent parfois s'y aventurer. S'excusant pour son ton brusque, il invite à la prudence. Dorma se présente à Laura et au protagoniste, qui le trouvent plutôt sympathique. Klaus remarque qu'ils ont laissé tomber un objet précieux, un médaillon. En l'examinant, il réalise que c'est un message de Baston, venu vérifier leur état et leur transmettre un avertissement important. Klaus réalise avec colère que le protagoniste et Laura sont des subordonnés de Baston. Il regrette de les avoir aidés et brandit son épée, les sommant de se préparer à un affrontement. Le ton devient soudainement menaçant. Douma esquive de justesse une puissante attaque magique de Klaus. Impressionné par la force de ce dernier, Klaus, concentré, invite à percevoir et saisir le flux de la magie ennemie pour mieux se défendre. La tension monte alors que le combat s'engage véritablement. Le combat s'engage alors que le protagoniste et Laura se tiennent prêts face à Dorma, qui les met en garde de rester à distance. Dorma, impressionné, reconnaît la rapidité d'analyse de leur adversaire, mais doute de sa résistance face à sa force brute. Le regard déterminé de Laura trahit sa volonté de ne pas céder face à ce défi. Laura engage l'assaut avec une détermination farouche, affrontant Dorma dans un échange intense de coups. Leurs attaques se croisent avec une violence explosive, témoignant de la férocité du combat. Douma observe, prêt à intervenir au moindre signe de faiblesse. Le choc de leurs attaques résonne avec une intensité dévastatrice, illuminant le champ de bataille. Dorma affiche un sourire confiant, certain de sa supériorité physique. Laura, sans faiblir, fixe son adversaire avec une détermination inébranlable. Laura et Dorma s'affrontent avec une intensité décuplée, leurs armes s'entrechoquant dans un éclat retentissant. Douma, impressionné, reconnaît la maîtrise exceptionnelle de Laura, capable de rivaliser avec la technique redoutable de Dorma, surnommé Klaus des arts martiaux. Malgré sa puissance brute, Dorma commence à montrer des signes d'inquiétude face à la résistance acharnée de son adversaire. Laura intensifie son attaque avec une rapidité croissante, surprenant Dorma qui encaisse un coup. Peu à peu, une différence de vitesse se dessine, montrant que la jeune combattante prend l'avantage dans ce duel acharné. Laura triomphe finalement, son épée pointée avec assurance vers Dorma à terre. Malgré la défaite, ce dernier reconnaît sa force et admet que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas affronté un combat d'un tel niveau. Le respect mutuel s'installe entre les deux combattants, tandis que Dorma accepte avec difficulté sa défaite face à une si jeune adversaire. Malgré sa défaite, Dorma éclate de rire, impressionné par la force de la jeune combattante. Il admet qu'il se sent en pleine forme après ce combat et la félicite chaleureusement. Laura, elle, reste surprise par cette réaction inattendue. Un homme imposant apparaît soudainement, son regard déterminé et sa cape flottant au vent. La scène change, dévoilant une petite maison isolée au milieu de la nature. Son arrivée semble annoncer un tournant important. L'atmosphère change radicalement alors que Klaus s'excuse auprès des deux jeunes, expliquant qu'il n'avait pas l'intention de les tuer. Il révèle que son vrai problème concerne des aventuriers qui utilisent son nom pour agir à leur guise, ce qui le met en colère car ils étaient autrefois ses subordonnés. Malgré ses tentatives pour les punir, il a fini par être battu, ce qui surprend et inquiète son interlocutrice. Klaus explique que ce ne sont pas ses subordonnés qui l'ont vaincu, mais deux puissants individus, un chevalier royal et un mage de la cour. Il avoue avoir été complètement battu, malgré le fait qu'ils étaient 2 contre 1. Les jeunes, surpris, réalisent que le chevalier en question est un vétéran très expérimenté, ce qui complique encore davantage la situation. Klaus affirme que sa décision est prise et demande qu'on la transmette à Baston, ajoutant avec un sourire qu'il aimerait bien que ce dernier vienne en personne la prochaine fois. Pendant ce temps, les deux jeunes marchent ensemble, et l'un d'eux remercie Laura pour lui avoir sauvé la vie. Cette dernière, pensive, se demande si Klaus ne voit pas vraiment la personne dont il parle. Klaus est en réalité aveugle, ce qui explique sa venue à Rhodesina. Autrefois héros de la guerre contre l'Empire, il a perdu la vue après avoir sombré dans le désespoir et l'alcoolisme. Depuis, il a tourné la page et gère désormais le marais empoisonné. Le jeune homme réalise avec surprise que Klaus, bien qu'aveugle, a combattu vaillamment contre Laura et qu'il est un héros déchu du royaume. Il discute de la signification du pendentif offert par Klaus, un cadeau de mariage qu'il reconnaîtrait au toucher. Pendant ce temps, Klaus, confiant, assure qu'ils s'occuperont du reste, laissant planer un mystère autour de ses intentions. Dans l'ombre, un mage de la cour royale ordonne à un subordonné de surveiller de près un groupe d'aventuriers apparemment ordinaires. Malgré leur apparence modeste, il se souvient parfaitement de l'un d'eux et doute qu'ils soient de simples aventuriers de rang F.
Il insiste sur la nécessité de rester neutre tout en avertissant, soulignant l'importance du rapport reçu. Un mage royal nommé Doma affirme que ce territoire lui appartient et déclare qu'il est temps de se venger, promettant de reprendre ce qui lui revient, son regard perçant laisse présager une confrontation imminente. Le lendemain, une jeune servante alerte son maître avec urgence, annonçant une situation grave, alors qu'elle se précipite dans le couloir, un bruit sourd retentit soudainement, laissant présager un événement inattendu. La servante panique en voyant ce qu'elle croit être son maître réduit en morceaux. Nicolas, couvert de blessures, tente de la rassurer en expliquant qu'il a simplement raté une expérience magique, grâce à un sort de régénération qu'il avait préparé, mais la jeune fille insiste, affirmant qu'un événement terrible s'est produit et l'invite à venir au jardin. Au jardin, notre héros découvre avec étonnement que les légumes sont parasités par des champignons. Une jeune servante, paniquée, décide de riposter en lançant les champignons, déterminée à leur montrer la colère d'un bogard. Malgré son agitation, elle finit par se calmer sous les paroles rassurantes de Nicolas. Nicolas et la servante discutent des champignons, qui semblent enveloppés d'une puissance magique. La jeune fille, convaincue que les champignons se moquent de Nicolas, promet de se venger, tandis que lui tente de la raisonner. Finalement, notre héros décide de demander l'aide de Laura pour identifier la source de cette magie. Duma remarque qu'au lieu de chercher à suivre la magie, il est plus évident d'observer le chemin formé par les champignons qui mènent du manoir à la forêt. Il avoue ne pas bien connaître les champignons, mais certains lui paraissent colorés et appétissants. Soudain, quelqu'un saisit son bras, le surprenant. Soudain, Laura saisit le bras de notre héros, l'empêchant de toucher un champignon. Surpris, il réalise qu'il avait presque pris un risque inconsidéré. Laura insiste pour partir rapidement, rappelant que les champignons sont dangereux. Duma réalise que Laura tient toujours sa main, ce qui le surprend et le trouble. Il remarque à quel point son visage est proche, au point de sentir sa respiration et sa chaleur corporelle, et il se rend compte qu'elle est vraiment une fille de son âge. Malgré ses pensées, il se reprend rapidement, refusant de se laisser emporter par ses émotions. Duma se demande si le parfum unique qui flotte sur le chemin des champignons est la raison pour laquelle il est si conscient de la présence de Laura. Il ressent une légère confusion dans sa tête, comme un effet de cette odeur. Soudain, Laura s'arrête brusquement, ce qui surprend notre héros, tandis qu'elle annonce qu'ils sont arrivés. Il découvre un champignon gigantesque, bien plus grand que la maison, ce qui laisse notre héros bouche bée. Soudain, un loup apparaît, provoquant la panique et la surprise du duo. Duma sent que quelque chose d'étrange est en train de se passer. Le champignon continue de grandir de manière impressionnante, ce qui surprend vivement notre héros. Il réalise que ce dernier attire les loups pour se nourrir de leur corps, expliquant ainsi leur présence. Duma remercie Laura tout en restant vigilant, sentant que la situation n'est pas encore terminée. Duma remarque avec inquiétude que plusieurs loups portent aussi des champignons sur la tête, signe que leurs corps sont en train d'être envahis. Il met Laura en garde tandis que les loups se précipitent soudainement vers eux, prêts à attaquer. Laura bondit avec agilité, tranchant un loup à l'attaque d'un coup précis. Deux autres loups foncent vers eux, mais le protagoniste reste calme et prêt à intervenir. Leur détermination est palpable alors qu'ils se préparent à affronter la menace ensemble. Duma identifie la source du contrôle des loups, un immense champignon géant, à l'origine de leur pouvoir magique. Il concentre son énergie, déterminé à trancher cette menace pour mettre fin à leur emprise. Une attaque puissante s'abat alors sur le champignon dans un élan décisif. Le champignon géant commence à se fissurer, signe que l'attaque porte ses fruits. Laura réalise avec joie que le plan fonctionne, tandis que le protagoniste, concentré, prépare une nouvelle offensive. Malgré l'espoir, une inquiétude persiste alors qu'il s'élance vers la cible. Soudain, une mystérieuse petite fille apparaît, coiffée d'un énorme champignon. Duma, surpris, se redresse rapidement en demandant qui est là, tandis que l'inconnu semble inquiète. Une nouvelle énigme se dessine au cœur de cette confrontation. Duma et son ami aperçoivent une étrange créature à distance. La jeune fille semble bouleversée, les larmes aux yeux, tandis que le héros, surpris, tente de comprendre qui elle est. Une atmosphère de tension et de mystère s'installe alors qu'il s'interroge sur cette apparition inattendue. La créature se présente comme Noko, une fée champignon, et implore le protagoniste avec une grande révérence. Malgré son air innocent, elle semble un peu prétentieuse, ce qui suscite un commentaire moqueur de la part des compagnons du héros. Ceux-ci l'interrogent ensuite sur l'infestation de champignons dans leur jardin, ce qu'elle nie avec vigueur. Noko affirme avec assurance qu'elle n'a pas infesté le jardin du grand humain, mais celui d'un modeste bogard, et que selon son enquête irréprochable, aucun humain n'y a vécu depuis des centaines d'années. Elle explique que les champignons géants ont été plantés pour assurer sa survie.
ce qui suscite un commentaire moqueur du héros. Malgré ses protestations, ses compagnons menacent de la punir avec un pouvoir plus fort, ce qui la pousse à demander si elle est finalement pardonnée. Les compagnons du héros insistent pour que Noko s'excuse auprès de Nicolas, soulignant que sans cela, elle restera à jamais du côté obscur. Malgré son air supérieur, Noko rit intérieurement à cette demande, car pour une fée noble comme elle, s'incliner devant un simple bogard est impensable. Finalement, sous la pression, elle accepte à contre-cœur de présenter ses excuses. Noko persiste à affirmer qu'une fée noble comme elle ne devrait pas être dominée par un humain, clamant qu'elle pourrait facilement le battre à pleine puissance. Ses compagnons la taquinent sur son énergie étrange et lui rappellent qu'elle a été expulsée du domicile familial récemment. Noko explique alors qu'elle a commencé à s'installer dans un manoir avec un jardin, après que ses parents lui ont dit de vivre seule. Noko affiche une expression sombre et menaçante, incarnant pleinement le côté obscur qu'elle a elle-même créé. Nicolas, furieux, réclame vengeance pour son jardin détruit, tandis que Noko, hautaine, rejette ses reproches en affirmant que les champignons sont supérieurs aux légumes, se considérant ainsi pardonnés. Leur dispute animée souligne le fossé entre la fée noble et le bogard. Malgré l'ambiance tendue, un autre personnage commente ironiquement ce moment entre fées, le jugeant peu touchant. Noko, surprise, réalise qu'elle n'a pas encore été pardonnée, ce qui provoque la colère de la fée noble qui lui ordonne de s'excuser. À contre-cœur, Noko accepte finalement de présenter ses excuses, ce qui exaspère la fée noble, soulignant le fossé entre elles. Noko propose de s'installer au manoir pour prouver sa valeur, affirmant que grâce à ses pouvoirs, cultiver des récoltes meilleures que celles d'un bogard sera facile. Elle insiste sur le fait que les champignons sont une forme de vie supérieure aux légumes, se considérant ainsi pardonnée. Nicolas, exaspéré, réalise que ce n'est pas elle qu'on convoite, mais sa magie, tandis que deux autres personnages se disputent pour le maître, soulignant la popularité de Douma. Au cœur de la capitale royale, deux enquêteurs interrogent les habitants à propos d'un jeune magicien aux cheveux argentés, réputé pour porter un grand bâton. Malgré leurs questions précises, personne ne semble l'avoir jamais vu ni connaître son identité. Face à cette impasse, ils décident finalement de partir, remerciant leur interlocuteur. Conscient que pénétrer directement dans le palais royal serait trop risqué, ils décident d'adopter une autre stratégie. Soudain, un homme imposant les interpelle et propose de les conduire directement auprès du magicien aux cheveux argentés qu'ils recherchent. Après un court échange, elles acceptent son offre, prêtes à suivre ce mystérieux guide. Les deux enquêteurs se retrouvent encerclés par des hommes hostiles dans une forêt, qui les provoquent en les accusant d'ignorance du vrai fonctionnement du monde. La protectrice de la jeune femme, déterminée, ordonne aux agresseurs de reculer, refusant qu'ils touchent à sa dame. Malgré leurs menaces de prendre leur temps pour les malmener, la tension monte alors qu'ils s'apprêtent à attaquer. Natalia intervient avec une rapidité et une maîtrise impressionnantes, projetant un agresseur au sol d'un coup précis. Elle se présente avec assurance comme la dame d'honneur et garde du corps, parfaitement entraînée à gérer ce genre de situation. Les assaillants, surpris, réalisent qu'ils ont sous-estimé leur adversaire. Natalia frappe avec une précision implacable, mettant un de ses assaillants au sol. Les agresseurs, furieux, la mettent en garde, mais elle reste calme et impose son autorité. D'un regard perçant, elle ordonne qu'on détourne l'attention, maîtrisant complètement la situation. Un des agresseurs brandit son épée, menaçant la dame d'honneur avec colère et détermination. Il ordonne aux autres de se tenir tranquilles s'ils tiennent à sa vie. Calmement, elle répond avec une froideur implacable, consciente du danger mais prête à affronter la situation. Douma, surpris, est interrompu par une silhouette encapuchonnée qui lui lance un avertissement glaçant. Une femme mystérieuse apparaît alors, entourée d'un tourbillon d'énergie, affirmant que les blessures auraient pu être bien moins graves si on s'était concentré uniquement sur elle. La mystérieuse femme se tient avec assurance, une aura puissante tourbillonnant autour d'elle. Son regard déterminé et son sourire énigmatique laissent deviner une force redoutable prête à entrer en action. Douma comprend que cette nouvelle présence pourrait changer le cours des événements. La femme en chapeau de sorcière affiche un sourire moqueur, lançant avec assurance que les hommes sont vraiment idiots. Elle rappelle que deux femmes ne sont pas une proie facile, tandis qu'un homme au sol, surpris et en colère, s'interroge sur leur identité. Elle révèle qu'elle les a laissés venir ici, espérant obtenir des informations, mais qu'elle ne s'attendait pas à leur trahison. La femme en chapeau immobilise son adversaire grâce à un sortilège de paralysie, le laissant incapable de bouger. Avec un sourire confiant, elle lui lance qu'il a choisi la mauvaise cible et qu'elle attendait justement de libérer sa frustration après ce long voyage. L'homme, tremblant, réalise qu'il est complètement à sa merci.
Le groupe apprend que le magicien aux cheveux argentés est parti vers le nord, escorté par des aventuriers. Comprenant qu'il n'est plus dans la capitale, il décide de partir immédiatement à sa recherche. Cependant, une mise en garde est adressée à la femme en chapeau, l'incitant à rester consciente de sa position malgré sa détermination. La princesse Alexandra fait son apparition, affichant un sourire déterminé. Elle s'adresse directement au magicien de la cour, Douma, promettant de le retrouver coûte que coûte. Sa détermination laisse présager un rôle important dans la suite de l'histoire. Retour dans l'Empire. À l'époque où Douma arrive à Gluden, l'empereur Yosel III exprime son mécontentement à propos d'une invitation à la fête du 10e anniversaire de la trêve, qu'il juge honteuse. Une conseillère l'interroge sur sa réaction, cherchant à comprendre ses véritables intentions. La conseillère analyse les intentions derrière l'invitation, soulignant qu'il s'agit clairement d'une manœuvre politique visant un mariage arrangé. L'empereur, exaspéré, compare la situation à jeter un lapin dans la tanière des loups, et se plaint de devoir accomplir ses tâches officielles désagréables. Soudain, une urgence interrompt la discussion avec l'arrivée d'un rapport urgent. Une messagère arrive en urgence pour annoncer que la princesse Alexandra a fugué du palais, laissant une note derrière elle. L'empereur s'interroge sur ses intentions, tandis que la conseillère explique que Natalia accompagne probablement la princesse pour la protéger. Elle rappelle aussi que la princesse a été informée du mariage politique la veille, ce qui pourrait expliquer sa fuite. L'empereur, visiblement préoccupé, se laisse distraire en pensant à Gluden, un magicien prodige et ancien camarade de Sacha, qu'il aimerait voir dans son empire. Un conseiller le ramène à la réalité, tandis qu'une femme élégante accompagnée d'une servante avance d'un pas assuré dans la rue. La femme élégante avance avec assurance, attirant les regards admiratifs des passants. Malgré les compliments, elle rappelle à sa compagne de rester vigilante et concentrée sur leur mission. Elle discute de la nécessité de retrouver leur Douma avant de chercher un aventurier connaissant bien Rodeshina. Notre héroïne interpelle un aventurier de rang à nommer Yorb, qui vient de revenir de Rodeshina et se dit trop fatigué pour une mission d'escorte. Enthousiaste, ses compagnons célèbrent leur chance, mais elle leur montre une photo en demandant s'ils reconnaissent cet homme. Yorb, intrigué, se montre méfiant et refuse de coopérer sans savoir ce qu'on attend de lui. Notre héroïne explique avec conviction que l'homme sur la photo est un compagnon de voyage qu'elle ne trahirait jamais. Elle se montre déterminée à ne pas vendre un camarade. Malgré la pression, sa compagne, un peu agacée, suggère de le taquiner un peu pour obtenir des informations, ce à quoi elle répond avec un regard décidé. L'aventurier révèle qu'il a escorté personnellement leur Douma jusqu'à Rodeshina, précisant que ce dernier a été rétrogradé et envoyé là-bas. La nouvelle surprend tout le monde, surtout quand il mentionne que Douma voyage avec une fille nommée Laura, une chevalière royale réputée très puissante. Une tension palpable s'installe alors que la compagne de l'aventurier exprime son mécontentement, se sentant ignorée et jalouse, tandis que notre héroïne tente de calmer la situation. Une puissante barrière magique apparaît soudainement, capable de supprimer la magie de notre héroïne. Une femme mystérieuse lui explique que Gluden tolère les aventuriers, mais qu'il est hors de question de causer des problèmes en plein centre-ville. Elle la met en garde avec un regard ferme, lui demandant de ne pas créer d'ennuis. La mystérieuse femme se révèle être Rhône, la maîtresse de guilde, ce qui surprend notre héroïne. Rhône propose alors de l'aider à évacuer son irritation, déclenchant une atmosphère électrique. Sans attendre, elle lance un puissant sort, marquant le début d'un affrontement intense. L'affrontement débute avec une intensité fulgurante, les deux femmes échangeant un regard déterminé avant de libérer une puissante explosion magique qui secoue le sol. Notre héroïne, surprise, observe la déflagration tandis que la tension monte d'un cran dans ce duel inattendu. Un éclat de rire éclate entre les deux femmes, signe d'une complicité retrouvée malgré l'intensité du combat. Leur regard s'adoucit, révélant une histoire commune. Elles confirment alors qu'elles étaient camarades de classe à l'académie de magie, surprenant les témoins de leur duel. Sacha révèle qu'elle était deuxième de leur promotion, juste devant Alexandra, et se souvient des nombreuses disputes qu'elles avaient à l'académie. Elle insiste pour qu'on l'appelle simplement Sacha, tout en évoquant leur professeur, Douma, lui-même un ancien élève brillant. Pendant ce temps, les autres personnages, un peu perdus, suggèrent de changer d'endroit pour continuer la conversation. Notre héroïne raconte qu'elle était une princesse et une élève brillante, mais aussi source de nombreux soucis pour ses camarades. Elle se souvient de Douma, son professeur à l'époque, alors âgé de 12 ans, face à lui, son faux orgueil se brise, et elle implore presque qu'on l'achève. Tandis que Douma lui demande de cesser de causer des problèmes et s'intéresse à ses lectures. Le jeune garçon déclare avec assurance que désormais, elle sera son mignonne, ce qui fait battre le cœur de la jeune fille plus fort. Surprise et confuse,
malgré la confusion entre Mignon et disciples, elle finit par devenir officiellement son apprentie. Peu à peu, ils apprennent à se faire confiance, et leur relation évolue bien au-delà d'un simple lien de subordination. Le lien entre notre héroïne et Douma dépasse désormais celui d'élève et professeur, pour devenir un amour partagé, rejetant l'idée d'un mariage politique imposé. Malgré son enthousiasme romantique, ses compagnons restent sceptiques face à ses lectures de romans d'amour douteux. Assise sous le ciel, elle pense à Douma et promet de le rejoindre bientôt, tandis qu'une voix l'interpelle. Alors que Douma et son apprenti avancent, ils se retrouvent face à une créature colossale, le tigre blanc. Impressionné par sa taille gigantesque, il réalise que ce combat s'annonce bien plus périlleux que prévu. Quelques heures plus tôt, notre héros informe Nicolas qu'il sort faire un tour et qu'il passera à la guilde pour signaler l'arrivée des nouveaux résidents. Il propose à Noko de l'accompagner, mais celle-ci, en mode détente, refuse en sirotant un jus, prétendant faire de la photosynthèse, ce qui fait rire notre protagoniste. Une petite dispute éclate avec Bogart, qui se plaint du manque de jus, tandis que notre héros rappelle de rester sage pendant son absence. Un homme en uniforme reproche fermement au protagoniste son refus, lui rappelant son devoir de protéger le village en tant qu'employé de la guilde. Soudain, Baston arrive à point nommé, prêt à intervenir. Le héros, un peu déconcerté, se fait présenter Baston, tandis que celui-ci conseille de ne pas se fier aux apparences, malgré la faiblesse évidente des nouveaux venus. Un homme nommé Thomason, fils du chef du village de Rodéchina, s'adresse au héros avec un ton condescendant, lui rappelant sa position de simple aventurier de Baran. Malgré son arrogance, notre protagoniste garde son calme, ayant déjà l'habitude de ce genre de personnes. Thomason explique qu'un Elund est apparu dans la grande forêt au nord du village, une menace que personne ici ne peut gérer, car il n'y a pas d'aventurier de rang A, et que Baston refuse d'engager un S-rank pour régler le problème. Le héros accepte la mission de combattre le Elund, malgré les provocations de Thomason qui tente de le déstabiliser en évoquant sa famille. Baston, bien que réticent, impose que le protagoniste sera accompagné d'un aventurier sous son commandement. La tension monte alors que Thomason réalise qu'il ne peut empêcher cette décision. Le héros révèle enfin son nom, Grozzomianto, et reçoit le soutien d'un camarade reconnaissant envers Baston. Une jeune fille pleine d'enthousiasme montre déjà sa motivation pour la mission à venir. Tous trois s'apprêtent à pénétrer dans la grande forêt, prêts à affronter le danger qui les attend. Alors qu'ils avancent dans la forêt, le protagoniste interroge son compagnon sur un certain nom, Bilsm, qui ne lui dit rien. Une tension s'installe quand il lui demande s'il nourrit une rancune contre Baston, insinuant une animosité cachée. L'autre, surpris, nie, mais le héros ne semble pas convaincu, suspectant une intention derrière ses paroles. Le compagnon avoue ne pas détester Baston, mais le considère comme un obstacle pour améliorer la vie des aventuriers comme eux. Il commence à raconter son passé difficile. Malgré ses compétences, il a dilapidé son argent au jeu et a fini en prison pour vol. Abandonné à Rodéchina après avoir perdu un œil, il décrit cette ville comme un endroit reculé, autrefois prospère pour les aventuriers, mais désormais sans avenir ni opportunité. C'est alors que le magicien de la cour royale et le chevalier royal font leur apparition. Ils promettent de créer un « paradis » pour des gens comme eux. Le fils du chef, Thomason, a également rejoint leur cause, et avec Kroos de leur côté, ils sont convaincus que, une fois la guilde écrasée, tout le village leur appartiendra. Douma révèle que le bâton est un outil maudit, transformant la force vitale de son utilisateur en magie. Avec un cercle magique déformé et une pierre manquante, il met en garde, continuer à l'utiliser mènera à la mort. Malgré cela, son adversaire insiste que ce bâton leur a été offert par le magicien royal pour leur protection, et les accuse de ne rien comprendre. Douma, déterminé, lance une attaque enflammée, affirmant qu'il a reçu l'ordre d'éliminer Baston et son adversaire. Dans un éclat de puissance, il avertit Douma qu'il est en train de mourir sur place. Douma rappelle qu'il avait prévenu son adversaire du danger, mais celui-ci refuse d'écouter. Soudain, un redoutable chien infernal surgit, révélant que toute cette situation était en réalité un piège orchestré. Face à la menace, notre héros exhorte son ennemi à se préoccuper d'abord de sa propre survie. Douma analyse le chien infernal et remarque qu'il ne correspond pas à la description habituelle. Il ne semble pas vivant et diffère des caractéristiques classiques d'un chien infernal. Soudain, une jeune fille nommée Laura apparaît, prête à intervenir, ce qui surprend vivement l'adversaire. Douma comprend que le chien infernal est en réalité un cadavre animé par des fils magiques, une nécromancie interdite. Il réalise que ce miracle n'est pas l'œuvre d'un magicien honorable, mais le résultat d'un sortilège sombre et maléfique. Face à cette révélation, l'adversaire réagit avec surprise et inquiétude.
Une étrange énergie noire apparaît dans le ciel, suscitant la stupeur des combattants. Douma avertit que ce phénomène dépasse de loin la magie habituelle, annonçant un pouvoir bien plus redoutable. Soudain, le sol se fissure violemment sous leurs pieds, marquant le début d'un nouvel assaut. Laura et le protagoniste réalisent avec étonnement que la créature qui vient d'apparaître est le légendaire tigre blanc. Sa taille immense impressionne immédiatement les deux combattants, annonçant un défi de taille. Le tigre blanc rugit, dénonçant la profanation de sa forêt sacrée par la nécromancie et les incendies volontaires. Douma comprend que la créature est furieuse à cause de leurs actions. Alors que le danger se précise, il ordonne à ses compagnons de fuir, mais l'un d'eux peine à bouger, paralysé par la peur. Le tigre blanc rugit violemment, brisant la barrière protectrice malgré les efforts du protagoniste. Ce dernier admet que, même si une protection a été mise en place, il risque de subir de graves blessures. Il invite ses compagnons à accepter cette punition pour avoir détruit la forêt sacrée, tandis que la créature se prépare à attaquer à nouveau. Le légendaire tigre blanc sacré vient de charger une seule fois, causant déjà d'importants dégâts. Douma reconnaît la puissance impressionnante de cette bête divine. Déterminé, lui et son allié se préparent à contre-attaquer, prêts à reprendre le combat. Le tigre blanc sacré fonce à nouveau avec une férocité déchaînée, ses griffes prêtes à frapper. Douma reste concentré, scrutant chaque mouvement de cette créature divine. Le sol se fissure sous la puissance de l'assaut imminent. Douma active un cercle magique complexe à cette couche, concentrant toute son énergie dans une puissante attaque. Il déclenche alors le Do, un barrage dévastateur de boulets de terre projetés avec une force colossale. Cette offensive impressionnante vise à contrer la férocité du tigre blanc sacré. Les boulets de terre s'abattent violemment sur le tigre blanc sacré, provoquant de puissantes explosions. L'allié de notre héros se jette en avant, prêt à enchaîner avec une attaque décisive. La bataille atteint un nouveau paroxysme, chaque coup résonnant avec intensité. L'allié de notre héros s'élance pour frapper, mais une barrière magique apparaît soudainement, stoppant son attaque. Elle réalise avec surprise que le tigre blanc sacré est protégé par un champ spirituel puissant. Douma explique que cette créature est un esprit, renforcé par le terrain sacré, ce qui rend sa magie difficile à contrer. Douma déclenche un sort puissant, un cercle magique composite à 13 couches, et lance une attaque dévastatrice nommée frappe de marteau de terre. Une immense masse de terre s'abat avec force, prête à écraser l'adversaire. Son cri montre sa détermination à ne rien lâcher face à la barrière ennemie. Le tigre blanc sacré rugit, surpris que même cette attaque ne suffise pas à le stopper. Douma, sentant la puissance de l'assaut imminent, anticipe qu'ils vont être écrasés. Il réalise que bloquer l'attaque ne sera pas suffisant et prépare rapidement une nouvelle stratégie. Sous le poids écrasant de l'attaque, notre héros lutte pour maintenir sa position. Sentant la pression devenir insoutenable, il appelle Laura, prêt à agir ensemble face à ce danger imminent. Le sol se fissure violemment autour d'eux, témoignant de la force déchaînée. Ils parviennent enfin à repousser l'attaque ennemie, ce qui ravive leur espoir. Douma, déterminé, appelle Laura pour coordonner leur prochaine offensive. Ensemble, ils décident de viser un point précis, convaincus que cette stratégie pourrait leur permettre de percer la défense adverse. Laura concentre toute son énergie, invoquant des cercles magiques autour d'elle pour préparer une puissante attaque. Son regard déterminé traduit sa volonté de percer la défense ennemie. Pendant ce temps, notre héros lève le poing, prêt à déclencher leur offensive combinée. Douma repère une fissure dans la barrière ennemie et se prépare à frapper avec toute sa force. Laura, concentrée, invoque un cercle magique puissant pour soutenir l'attaque. Ensemble, ils s'apprêtent à exploiter cette faille décisive. Douma libère toute sa puissance en lançant son sort ultime, le Composite Magic 29 Layer Ultimate. Une explosion d'énergie magique déchire le sol et l'air autour de lui, marquant le début de leur offensive décisive. Une puissante tornade magique tourbillonne au-dessus du sol, balayant tout sur son passage. Les débris et les rochers volent dans un chaos contrôlé, signe de la force déchaînée du sort ultime. L'atmosphère est chargée d'énergie, annonçant un impact dévastateur. Le souffle coupé, ils contemplent les ruines laissées par leur attaque, incertains d'avoir vraiment réussi. Douma avoue sa fatigue, conscient de l'effort colossal déployé pour maîtriser ce sort d'avant-garde. Leur victoire semble enfin à portée, mais le prix à payer a été immense. Épuisés mais soulagés, ils décident de rentrer chez eux pour enfin manger quelque chose. Douma exprime son appétit avec humour, tandis que leur compagne propose de demander à Nicolas de préparer un gâteau. Leur conversation légère contraste avec la tension passée, marquant un moment de calme bien mérité. Douma est accablé par les accusations. Il n'a pas réussi à menacer Baston ni à se débarrasser de Douma. Face à ses reproches, il tente de se défendre,
mais ses paroles sont accueillies par un silence lourd de doute. Pendant ce temps, une silhouette mystérieuse remet en question la réalité de l'apparition du tigre blanc, la jugeant invraisemblable et hors de portée des humains. Une silhouette masquée affirme que Douma doit être éliminé au plus vite, car il a désormais découvert leurs intentions. Thomason, visiblement inquiet, confirme que les préparatifs avancent, rappelez qu'il est maintenu en vie uniquement pour cette mission. Le tigre blanc géant, désormais rétréci à la taille d'un tigre normal, accompagne discrètement le groupe après leur combat d'hier, ne semblant pas hostile, il est ramené au manoir pour le moment. Pendant ce temps, un débat s'engage sur son nom, certains préfèrent un nom plus noble, Tigre Blanc, tandis que d'autres optent pour des surnoms plus mignons comme Strip. Baston semble soudainement pris de vertige, mais il assure que ce n'est pas un problème de santé. En parallèle, la discussion sur le nom du Tigre Blanc s'anime, opposant les partisans de Strip aux défenseurs d'un nom plus noble comme White Tiger ou Nicolas. Malgré la tension, Baston tente de calmer le jeu, souhaitant que chacun se décide en paix. Douma demande alors à quel nom elle suggère pour le tigre blanc, mais elle répond distraitement en pancake, pensant à une collation. Sur le tapis volant fabriqué par Douma, elle est surprise quand le tigre blanc s'approche soudainement et s'assoit à ses côtés. Le débat sur le nom du tigre blanc continue avec Laura qui propose Fluffy, ce qui est rapidement contesté. Douma réfléchit à une combinaison des suggestions, cherchant un nom court et facile à prononcer. Finalement, une nouvelle proposition originale, If, est avancée, suscitant l'accord général. Douma propose finalement If comme nom, soulignant sa simplicité et son jeu de mots en japonais évoquant à la fois l'émerveillement et la peur, parfaitement adapté au tigre blanc. Les filles approuvent cette idée avec enthousiasme, tandis que Baston félicite le héros d'avoir su rassembler toutes les suggestions. Le groupe accueille alors officiellement le tigre sous le nom d'If, scellant ainsi leur choix. Le tigre blanc, If, se jette soudainement sur un homme qui hurle de douleur, craignant pour ses côtes et sa colonne vertébrale. 2 semaines plus tard, le protagoniste constate qu'un nouveau résident vient d'arriver chez lui, annonçant l'arrivée imminente d'un visiteur explosif. Rodeshina exprime enfin sa joie de revoir le professeur Douma après tant d'années, affirmant qu'elle peut enfin le voir. Malgré l'enthousiasme de la jeune femme, une voix plus prudente rappelle que 6 ans ont passé et que Douma n'est peut-être plus le même homme qu'autrefois. Rodeshina reste cependant convaincu qu'il s'agit bien de lui, évoquant un souvenir important de leur dernière séparation. Rodeshina, encore émerveillée, répète les paroles de Douma, convaincue de sa sincérité malgré les doutes. Natalia, quant à elle, reste méfiante et prête à tout pour protéger la dame, jurant d'éliminer Douma si celui-ci se montre indigne. Une voix intérieure souligne que Rodeshina est aveuglée par son amour, rappelant le passé trouble de Douma. Le village, bien que modeste, dégage un charme inattendu pour une région frontalière. Notre héroïne, curieuse, observe les lieux tandis que 2 hommes peu rassurants s'approchent, tentant de les accoster avec insistance. Leur attitude lourde et déplacée ne passe pas inaperçue, soulignant une ambiance tendue. La jeune femme, sûre d'elle, repousse fermement les mains insistantes des hommes en affirmant que son corps est précieux et qu'elle a un rendez-vous important avec le professeur Douma. Surpris et furieux, les hommes réagissent violemment, prêts à l'attaquer, mais une voix ferme les interrompt, les sommant de se calmer. Alors qu'il arrive enfin au village, un homme exprime son exaspération face à la situation qu'il découvre. 2 jeunes femmes, intriguées, reconnaissent immédiatement la présence de Cross, un guerrier redouté. Ce dernier, figure emblématique qui a renversé le cours de la guerre il y a 10 ans, inspire à la fois respect et crainte. Le guerrier, surpris, remarque que la jeune femme n'est pas une simple enfant comme il le pensait. Malgré la menace, elle reste impassible, sans même cligner des yeux. Soudain, une autre jeune femme surgit pour la protéger, engageant le combat avec détermination. Natalia défie Cross avec audace, exigeant qu'il montre du respect à la princesse impériale Alexandra. Cette dernière, calme et posée, lui ordonne de ranger son arme, soulignant la grandeur de Cross en tant que héros du royaume. Cross, impressionné, reconnaît la supériorité de la princesse avec un sourire en coin. La princesse affirme avec assurance que Cross ne brandirait jamais son épée pour une cause injuste, cherchant à le convaincre de sa loyauté. Cross, amusé, admet avoir dû la tester, car son nom lui était familier, et il se plaint avec ironie de croiser souvent des jeunes femmes aussi téméraires. Une tension mêlée de respect s'installe entre eux, marquant un tournant dans leur rencontre. La jeune femme, pleine d'enthousiasme, demande à Cross s'il connaît son maître. Cross, un peu agacé mais attendri, la réprimande gentiment pour ses imprudences passées. Il pense aussi à mentionner discrètement une certaine colocataire à la princesse, laissant entendre que la vérité finira par se révéler.
Poussée par l'enthousiasme, la princesse se précipite enfin vers le lieu où vit son maître. Déterminée à le voir de ses propres yeux, elle utilise sa magie de vision à distance pour observer discrètement la demeure sur la colline hantée. À travers son regard, elle découvre une scène intime entre deux personnes, révélant un moment important du point de vue de Sacha. Un éclat de détermination brille dans les yeux de la jeune fille, prête à agir, une flèche rapide fend l'air et vient se planter avec force dans le sol, attirant l'attention de deux personnes à proximité. Le jeune homme, surpris, échange un regard avec la jeune femme avant d'acquiescer, reconnaissant silencieusement le signal.